C'est l'heure de notre grand entretien. Nous recevons ce soir le journaliste Samuel Laurent. Il a passé des mois, des années à observer les réseaux sociaux et à s'en servir lui-même. Il a fini par se brûler les ailes, par faire l'objet d'insultes, d'attaques, de harcèlement. Aujourd'hui, il alerte. Dans un livre qu'il a intitulé « J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie ?» On va en parler longuement avec lui dans un instant. Voyons d'abord le reportage de Marion Delpech et de Juliette Jonas qui ont suivi des tweetos avertis, très actifs et dont les avis divergent sur le sujet. Regardez. Entre deux patients, le chef des urgences de l'hôpital de Saint-Denis s'adonne à son passe-temps favori. Le clash sur Twitter, entraînant son lot de dérives. J'ai eu des menaces de mort, des menaces, il y a les histoires de Nuremberg. Wargon est raciste, voilà, qui a un lien aussi avec l'activité politique de ma femme. Donc en général, je ne réponds pas sur les tweets qui critiquent ma femme. Docteur ultra médiatisé, Mathias Wargon, mari de la ministre Emmanuelle Wargon, réunit 33 000 abonnés sur son compte, une notoriété qu'il a appris à maîtriser tout seul. Mes comptes bloqués, ils sont là. Compte bloqué, j'en ai 2015. Avec 3 plaintes à son actif, cet addict du débat en ligne se sent parfois démuni face au cyberharcèlement. Il alerte sur les dysfonctionnements de la plateforme. Et c'est pas une question de liberté d'expression. Tout le monde peut s'exprimer. C'est une question d'un moment, il y a des limites qui sont les menaces de mort. Quand vous menacez quelqu'un de mort, ou de prison, ou de, je sais pas quoi, de collabo, enfin, des conneries comme ça, là, c'est la limite, et là, personne ne les fout dehors. Et c'est sûr que Twitter ne fait pas son travail. Une polarisation de la violence due au format. Seulement 280 caractères pour exprimer son opinion, laissant peu de place pour la nuance. Giuseppe De Martino connaît bien cette culture du clash. Il préside une association de défense de la liberté d'expression sur les plateformes. Son constat, journalistes et politiques raffolent de Twitter. Ils y sont les plus présents, aux côtés d'individus plus malveillants. La difficulté qu'on peut avoir, c'est que également sur Twitter prospèrent, foisonnent ce qu'on appelle des trolls, des gens qui systématiquement prennent l'avis contraire de ceux qui tweetent, ceux qui donnent une position. Et ça crée bien évidemment des animosités, une acrimonie toujours présente et quelques excès, quelques problèmes qu'on a pu voir encore récemment. Le cas de Samuel Paty ou encore l'affaire Mila questionnent sur l'absence de modération sur la plateforme. L'avocat Jean-Pierre Mignard plaide pour qu'elle soit collective, provenant à la fois des utilisateurs, des plateformes et des autorités administratives. La technologie peut être quand même d'une aide considérable. Mais à la fin des fins, c'est bien les réseaux et les plateformes qui devront qui devront encadrer, parce que sinon, aucun service public de surveillance ne le pourra. Il intervient en dernier lieu dans le cadre de la sanction. Ça, c'est les juges. D'une certaine manière, il faut, comme un jardinier sur Internet, faire en sorte que les plates-bandes existent. Là où il y a des herbes qui viennent corrompre les autres, on les enlève. Mais Twitter est un nouveau grand jardin de la démocratie. En mai 2020, 6 associations françaises avaient assigné Twitter en justice, estimant que le réseau manquait à ses obligations de modération. Après l'échec d'une médiation, ces structures demandent aujourd'hui une expertise. Et c'est vraiment le sujet des décennies à venir. Bienvenue Samuel Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous êtes journaliste au Monde, ancien responsable des décodeurs. Vous publiez donc ce livre, J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie? On a entendu différents témoignages dans ce reportage de Marion. Ceux qui saluent le débat d'idées sur Twitter, ceux qui déplorent aussi les fake news absolument ahurissantes. Racontez-nous votre vécu à vous, ce que vous racontez dans votre livre et ce qui vous a amené à voir du monstrueux dans Twitter. En fait, ce que j'essaye de raconter dans mon livre, c'est qu'il y a d'une part mon parcours à moi qui est celui d'un journaliste qui a commencé dans ce métier en même temps que Twitter, donc qui était très présent, qui fait vraiment partie de cette génération de journalistes issus des sites web, qui étaient beaucoup sur cette plateforme, à qui elle a permis de grandir professionnellement, évidemment, à qui elle a offert un tas d'opportunités professionnelles. Et puis c'est aussi l'histoire de Twitter et de comment ce canal-là particulièrement est devenu, c'est ce qui est dit par un des interlocuteurs dans le reportage, central dans le débat public français, parce que c'est la plateforme des journalistes, des politiques et des communicants. Le problème, c'est que Twitter n'est pas la plateforme des Français. S'il devait y avoir une plateforme des Français, ce serait Facebook.
Facebook, il y a à peu près 40 millions de Français qui sont sur Facebook, il n'y en a que 4 millions sur Twitter. Alors que Twitter est devenu le lieu central, l'agora centrale des débats, mais c'est une agora qui est coupée finalement de la grande majorité des gens. Donc c'est un salon parisien en fait, Twitter, qui aujourd'hui prend une importance qui est disproportionnée à mon sens par rapport à ce que ça peut représenter dans l'actualité. Et on le sait, on le voit, tous les jours, Twitter façonne le débat public. Et le problème, c'est que la grammaire de Twitter, qui est une grammaire de clash, qui est une grammaire de violence, où on ne peut pas développer d'arguments, où on crée des camps qui s'opposent, cette grammaire, elle se transfère dans le débat public et dans le débat politique aujourd'hui, et c'est, à mon sens, un problème. Et vous vous êtes brûlé les ailes, c'est-à-dire que vous avez vous-même vécu des campagnes de cyberharcèlement? Moi, j'en ai vécu plusieurs, j'en ai même vécu tout au long de ma carrière, parce que une des parties de l'activité des décodeurs, c'était de faire de la vérification factuelle, et qu'évidemment, quand vous donnez tort à un politique ou à un parti, vous prenez ces militants sur la tête. Et qu'aujourd'hui, tous les partis, sans exception, ont des armées de militants qui sont mobilisables pour aller taper sur les journalistes, et que c'est vraiment devenu une stratégie de communication complètement banale des insoumis à La République En Marche. Tout le monde possède son armée de trolls, et tout le monde déchaîne son armée de trolls sur l'adversaire. Avec la problématique que du coup, on est dans une fabrique d'un récit, puisque sur Twitter, ce qui compte, c'est pas la vérité, c'est le récit, et c'est d'imposer un récit. Donc moi, la chose qui m'a fait partir de Twitter, c'est 3 mois de harcèlement des partisans de La République En Marche, qui ont pour base une intox balancée par Christophe Castaner à l'époque sur des gilets jaunes qui seraient rentrés dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où on avait parlé d'une intrusion violente, où ils auraient renversé, etc., qui était fausse. Castaner a reconnu qu'elle était fausse. Et le simple fait que nous, on dise que c'était faux, ça a suffi à déchaîner les partisans LREM pendant des mois et des mois, qui voulaient absolument imposer ce récit des gilets jaunes comme des factieux violents. Donc il fallait absolument que ça ait existé. Et c'est, je pense aujourd'hui, quelque chose d'assez délétère et de problématique pour la démocratie d'avoir ce type de comportement de meute et ce type de choses qui sont admises, voire encouragées dans les partis. Mais vous parlez des militants, des communicants, des journalistes, des responsables politiques, comme si aucun Français n'était sur Twitter. Mais il y a aussi des campagnes de harcèlement venant des Français lambda. Il y a évidemment des Français lambda. Enfin, je veux dire, Twitter est même devenu presque un peu la discussion qu'on pouvait avoir au café ou au comptoir d'un café, et qui aujourd'hui est publique. Ce sont aussi des Français lambda. Il y a bien sûr, mais c'est 4 millions de Français, pas 40 millions. Quand il y a les gilets jaunes qui sortent, les gilets jaunes ne sont pas sur Twitter. Pourquoi on les a pas vus? Parce que tous les journalistes et tous les politiques de France ne regardent que Twitter. Et à mon sens, le problème est aussi là. On regarde pas assez les autres plateformes, les autres espaces, on regarde pas assez ce qui s'y passe, alors qu'il s'y passe énormément de choses. Et on se concentre sur ce réseau où effectivement, vous avez raison, il y a des Français lambda, il y a un Twitter du football, il y a un Twitter manga, il y a des tas de communautés. Mais c'est encore une fois de petites communautés, et en général des communautés de gens qui ont des choses à dire. Beaucoup plus que les autres plateformes, beaucoup plus qu'un média comme Facebook. Sur Facebook, pour caricaturer, vous allez avoir votre beau-frère ou votre grand-mère ou votre cousin qui est pas très impliqué dans des voilà. Et sur Twitter, vous allez avoir des étudiants, vous allez avoir des gens qui ont des choses à dire et à revendiquer, des chercheurs, je pense à des fans de foot aussi, mais ça marche aussi dans cette dimension d'avoir envie de dire des choses et d'avoir envie d'être d'être dans une communauté. Alors évidemment, je généralise, évidemment, il y a aussi des gens qui sont totalement lambda, qui vont sur Twitter pour faire des blagues, et heureusement d'ailleurs que c'est pas que un réseau, mais voilà, il y a cette problématique on accorde énormément d'importance, nous journalistes et nous politiques, à ce réseau-là au détriment finalement de tous les autres. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé ou reparlé de la jeune Mila, victime elle aussi sur Twitter. C'était beaucoup sur Instagram, Mila. On dit Twitter, mais en fait c'était essentiellement Instagram. C'était essentiellement Instagram. Les messages qu'elle a reçus, les 100 000 messages haineux qu'elle a reçus, c'était essentiellement Instagram. Il y avait un peu de tout après, c'était Instagram, Facebook, Twitter. Je ne sais pas comment ils ont comptabilisé, si c'est les messages qui lui étaient adressés ou si c'est les gens qui parlaient de Mila, qui utilisaient le hashtag Mila, je ne sais pas exactement. Alors il y a eu aussi en début de semaine les insultes visant Jean-Luc Mélenchon, une vidéo YouTube qui a simulé l'exécution, là aussi c'était YouTube. Donc plus globalement, si on revient aux réseaux sociaux, à la lueur de ce que vous avez vécu, finalement vous diriez que vous n'êtes pas surpris par la tournure que prennent les événements? Non, pas du tout. Alors on parle de choses assez différentes. Mila, c'est effectivement, d'une part c'est Instagram qui a un autre public qui je pense est plus jeune. On est dans un cercle plus adolescent où elle-même sort cette vidéo, ça devient une espèce de phénomène global, c'est-à-dire tout le monde en parle, et elle devient la cible de centaines de milliers de jeunes adultes, de jeunes adolescents qui s'en prennent à elle, comme effectivement c'est arrivé dans d'autres cas et pour d'autres personnalités. Là c'est vrai qu'on a atteint un degré de violence et dans le nombre et dans l'intensité de ce qui lui est envoyé qui est assez fascinant et qui est assez hallucinant. Maintenant des histoires comme ça, il en existe malheureusement presque tous les jours. Après si on prend le cas de Papacito, qui est donc ce youtubeur d'extrême droite qui a fait cette vidéo... Je voulais pas citer son nom pour pas lui faire de pub, mais vous avez raison. Au stade où
on en est. C'est son pseudo. C'est encore une autre communauté qui est une communauté que là aussi on n'a peut-être pas assez raconté parce qu'elle existe en fait depuis une dizaine d'années. C'est cette communauté de youtubeurs virilistes, nationalistes, masculinistes d'extrême droite qui sont très influents auprès d'un public de jeunes hommes fans de jeux vidéo notamment, auprès de communautés comme celle du forum 1825 et qui mènent une espèce de guerre culturelle. Je veux dire, Papacito dans sa dernière vidéo il l'explique, il le dit clairement, on est dans une guerre culturelle et on est en train de la gagner et je pense que c'est pas faux. C'est-à-dire qu'ils sont dans un truc de par le rire, par l'outrance, etc. Faire passer, distiller des idées d'extrême droite violente, hein, on parle même pas du FN, on est à droite du FN, et qu'ils arrivent à imposer des codes culturels qui s'imposent petit à petit dans le débat. Le terme de fragile, par exemple, lui c'est un fragile, ou d'homme soja, ou ce qui sont vraiment du langage issu de ces communautés-là, se diffuse petit à petit et va être pris, y compris par des politiques. Florian Philippot, pour prendre un exemple, dans la dernière campagne, s'amusait à faire des tas de petites allusions dans ses vidéos, dans ses interventions médias, à ces communautés-là, parce qu'il sait qu'elles sont très actives et très fortes culturellement sur Internet. Ils se reconnaissent et ils se parlent entre eux finalement. Oui, alors il utilisait un personnage qui s'appelle Risitas, qui est vraiment un personnage, qui est un comique mexicain, je crois, qui est un personnage emblématique du 1825. Il l'avait collé sous un mug, et quand il faisait ses vidéos, il avait Risitas. Et c'était clairement un petit signal envoyé à ces gens-là. Le summum de l'horreur lié aux réseaux sociaux et à Twitter, enfin je crois, peut-être que vous allez me dire le contraire, c'est quand même ce qui est arrivé à Samuel Paty. Est-ce que là, vous avez été surpris quand même que ça ait... Alors Samuel Paty, c'est Facebook, pour le coup. Enfin les vidéos, moi pour le coup, j'ai vu aussi des menaces visant Samuel Paty sur Twitter. C'est parti sur Twitter, le père en fait qui a fait cette vidéo très énervé, etc. C'était Facebook. Samuel Paty, c'est effectivement le cas de la rumeur sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est-à-dire des gens s'enflamment sur un truc où ils ne sont pas, qu'ils n'ont pas vu sur la foi d'un témoignage, et ça on l'a tous les jours sur les réseaux, c'est-à-dire qu'il suffit, mais c'est terrible parce qu'en fait ça nous prend à défaut les réseaux sociaux parce que ça manipule nos émotions, ça touche nos émotions, notre affect et pas notre raison. Donc quand vous avez une personne qui fait un témoignage sur un réseau social, en général ce témoignage peut être relayé des centaines, des milliers de fois, peu de gens vont aller vérifier la véracité du témoignage. Même en fait, personne. On va partir du principe que la personne est de bonne foi, et c'est exactement ce qui se passe là. Et puis surtout on va commencer à s'énerver, on va éprouver de l'empathie, on va trouver ça scandaleux, ça va nous mettre en colère, et une fois qu'on a éprouvé de l'émotion, c'est très difficile de revenir à la raison. Et là typiquement on est vraiment dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est la vidéo du père qui déclenche un mouvement sur les réseaux, tout le monde en parle jusqu'à ce que ça atteigne ce jeune terroriste, futur terroriste assassin tchétchène, par le biais des réseaux sociaux et de cette espèce de rumeur qui se propage, et sans que personne à aucun moment n'ait été questionné la véracité du témoignage, qui en plus s'est avéré largement erroné. Donc on est sur un phénomène de rumeur qui pour le coup est peut-être plus ancien, hein. On peut penser à la rumeur de Nantes dans les années 60 je crois ou 50, mais c'est vrai que les réseaux sociaux démultiplient ce type de process parce qu'encore une fois ils font pas appel à notre raisonnement, et c'est un de leurs gros problèmes, c'est qu'ils font appel à nos émotions, et quand vous êtes beaucoup sur Twitter vous passez votre temps à être en colère Ils parlent au trip, ils parlent pas au cerveau, voilà. Quoi. Et vous passez votre temps à être pas content, à être en colère, à être indigné, à trouver, d'ailleurs c'est un vocabulaire qui est très souvent utilisé, c'est scandaleux, c'est à vomir, et du coup ça favorise pas du tout la réflexion, le raisonnement et la nuance, et en plus la brièveté des messages et des échanges fait que on est en général plus dans l'invective que dans la recherche d'une position médiane. Jusqu'où ça peut nous amener selon vous tout cela? On a vu aux d'un point de vue social, sociétal, politique, jusqu'où ça peut aller? Assez loin, et malheureusement très loin je pense. On a vu aux États-Unis ce que ça pouvait donner avec Donald Trump, et aujourd'hui avec la crise du Covid on voit bien aussi, moi c'est un truc qui me fait très peur depuis quelques mois, c'est de voir à quel point le discours conspirationniste, qui là aussi n'a pas attendu les réseaux sociaux pour exister, hein, ça a toujours été, mais à quel point il se centralise, c'est-à-dire à quel point vous avez des gens qui étaient au-delà de tout soupçon, qui étaient des élites intellectuelles, des élites scientifiques, qui vont aller basculer dans ce type de raisonnement, et à quel point vous pouvez voir des gens partir loin, c'est-à-dire n'être plus du tout connectés au réel, et refuser mordicus de te connecter au réel. Ce qui est terrifiant avec les réseaux sociaux et avec l'internet, c'est aussi qu'il y a un tel foisonnement d'informations vraies ou fausses que finalement si vous croyez quelque chose, vous trouverez toujours un média qui va vous dire ce que vous croyez. Si vous cherchez des trucs qui vous disent que le coronavirus est un complot global dirigé par Bill Gates pour implanter des puces 5G ou je ne sais quoi, vous allez trouver des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, de textes, de ce que vous voulez, qui vont vous dire oui c'est vrai, regardez, on a les preuves. Et moi ce qui m'effraie, c'est de voir des scientifiques, des gens qui normalement devraient pas tomber là-dedans, plonger là-dedans et ne pas en ressortir en général, parce que... Ce qui est follement paradoxal, c'est qu'au départ le réseau social, et en l'occurrence Twitter, c'est le lieu même de la démocratie, de l'expression, de l'échange, et c'est devenu l'inverse. Vous dites que c'est en train de tuer, ou ça va peut-être tuer la démocratie. En tout cas je pense que ça la modifie, parce qu'effectivement je pense qu'un autre souci, c'est que si ça ne concernait que des jeunes geeks qui parlaient de jeux vidéo dans leur coin, à la limite ce serait pas très grave. Le souci, c'est quand vous avez aujourd'hui sur des réseaux sociaux comme Twitter des ministres qui vont répondre à des gens, qui vont passer un certain temps de leur journée, moi ça me fascine de regarder des gens comme Marlène Schiappa, le temps qu'elle peut passer et l'activité qu'elle peut déployer sur ce réseau particulier. Elle ou ses équipes, hein. Elle ou ses équipes. Je sais jamais trop si c'est en vraiment... tout cas, et de se dire mais pourquoi celui-là, pourquoi pas un autre, et finalement est-ce qu'il
qu'il n'y a pas autre chose à faire dans la journée d'un ministre que d'aller s'occuper de sa réputation sur Twitter? Bien sûr, mais ce sont aussi des hommes et des femmes à qui on pourrait reprocher de ne pas être assez connectés aux Français, de ne pas être assez près d'eux. Est-ce que le réseau social, justement, n'est pas quand même un lien direct entre les citoyens? Est-ce que c'est vraiment les Français ou est-ce que c'est pas plutôt les médias qui cherchent à toucher? Et nous, journalistes, on a une énorme part de responsabilité là-dedans. On est complètement drogués à ce réseau. On est les premiers addicts à ce réseau. Et je dis ça, moi, j'en suis parti, je m'y exprime plus. Je peux pas non plus totalement m'en abstraire. Ce serait très difficile, voire impossible de faire mon travail. Typiquement, pour citer Papacito et le cas du jeune homme qui a giflé Damien T, qui a giflé Emmanuel Macron, dans les deux cas, j'ai eu besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour les retrouver. C'est-à-dire que professionnellement, je pourrais pas m'en passer. Et on est devenu complètement prisonnier de ces espaces qui sont des espaces qui sont privés, qui sont pas une agora publique. Par ailleurs, on a tendance à penser que c'est un tuyau neutre. C'est pas un tuyau neutre. Marshall McLuhan, qui est un théoricien de la communication, disait dans les années 60, le média fait le message. Et le média Twitter amène une forme de message qui est violente, qui est celle du clash, qui est celle de la brièveté, de la division en camps. Et dans quelle mesure tout ça n'infuse pas notre débat démocratique de manière délétère et de manière dangereuse? C'est vraiment une question qu'il faudrait que nous, journalistes, nous politiques, eux politiques, se posent. Peut-être de manière un peu plus... Parce que c'est pas un tuyau neutre, quoi. Je me fais l'avocat du diable volontairement, même si évidemment j'entends complètement ce que vous dites, mais Twitter a aussi, au moins, en tout cas au début, eu des effets très positifs pour libérer les populations arabes, par exemple, de leurs dictateurs. En Tunisie, ça a d'abord plutôt été Facebook. Oui, non, ce que j'allais dire, le premier exemple qui était l'Égypte, l'Égypte n'est pas spécialement libérée 10 ans après, mais oui, mais c'est une question, est-ce que à un moment donné, quand même, ça a eu un effet libérateur, un effet positif, et d'ailleurs, est-ce que ça peut donner de l'espoir pour que ça redevienne des réseaux sociaux positifs? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous n'y croyez plus du tout? Je pense qu'il y a un effet positif, et de toute façon, on ne peut pas partir du principe qu'il faut les interdire. Ce serait ridicule, ils sont dans le paysage, ils existent, on fonctionne avec. Ce serait impossible. Je pense que ça tient vraiment, d'une part, à la responsabilité non pas des GAFAM, pas forcément que des GAFAM, parce que Twitter n'est pas un GAFAM, mais des opérateurs de ces plateformes, qui pour le coup n'ont pas tellement intérêt à... Un des soucis de ces réseaux, c'est que au départ sur Internet, il y a eu des discussions, c'était sur des forums. Sur les forums, dès lors qu'on a commencé à discuter, on a inventé on a mis en place de la modération. Parce que si vous organisez n'importe quel débat, même en réel, vous avez besoin d'un modérateur pour que les gens puissent s'exprimer. Les plateformes, la promesse qu'elles ont fait, c'est de dire, il n'y a plus besoin de modération. Nous, on vous fournit les tuyaux, et débrouillez-vous avec. Et Twitter particulièrement a toujours dit ça, a dit nous on est la liberté de parole absolue. Mais est-ce qu'on peut avoir une liberté de parole absolue sans modération? Non. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a tellement de monde sur ces plateformes que ce serait impossible techniquement de faire de la modération. Facebook avait fait le calcul, je crois qu'ils disent qu'il faudrait 200 000 personnes pour arriver à modérer tout ce qui est publié sur Facebook. Donc c'est colossal et donc c'est pas dans leur intérêt. Après oui, ces réseaux ont des effets positifs, faut pas non plus il y a de la libération de la parole, il y a le fait que des minorités puissent s'exprimer. Sans Twitter, est-ce qu'il y aurait eu MeToo? Sans Twitter, est-ce qu'il y aurait eu Black Lives Matter? Est-ce qu'il y aurait eu des mouvements comme ça? Sans doute pas. Donc il y a effectivement des choses très positives qu'il faut pas cacher. Il y a des tas de cas de gens qui ont pu se sortir de situations très difficiles grâce aux réseaux sociaux. Oui. Il y a de l'entraide, il y a des tas de choses positives évidemment qu'il faut pas minorer. Encore une fois, je pense que le problème c'est pas tant ça, c'est dans quelle mesure on en fait un espace central et dans quelle mesure on est prisonnier de sa grammaire. Et particulièrement dans le débat politique aujourd'hui, je dirais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des forces comme les identitaires français qui numériquement ne pèsent rien. S'ils se présentaient aux élections demain, ils feraient 0,2%, mais qui arrivent à mener une guerre culturelle très puissante via ces outils-là, parce que c'est un effet de levier terrible. Un effet zoom, en fait. Un effet zoom, voilà, qui permet qui n'ont aucune polluer les débats en permanence. Et en fait, on offre une... Parce qu'après, une fois que vous avez du succès sur Twitter, en général, les chaînes d'infos vont venir vous chercher pour aller dans des débats. Et ainsi de suite. Et c'est vrai que je pense que ça tient essentiellement pas tant aux plateformes qu'à la manière dont nous, les communicants, les journalistes, les universitaires, les politiques, on les utilise et on est encore trop naïf par rapport à ce qu'elles sont. Alors les réseaux sociaux ne disparaîtront pas, vous l'avez dit vous-même, on est a priori amené à vivre avec désormais. Que faire du coup pour limiter les risques, la casse? Je voudrais qu'on écoute ce qu'en disait sur ce plateau le chercheur Serge Abitboul, que vous connaissez peut-être, il était la semaine dernière notre invité dans LPL. Écoutez. À court terme, on peut faire des lois, on peut faire de la régulation, on peut punir, mais à long terme, il faut que les enfants et la population apprennent à se comporter à la fois comme consommateurs sur ces réseaux, mais aussi comme producteurs, c'est-à-dire savoir comment produire, comment écrire sur ces réseaux.
Mais alors finalement, si on suit votre raisonnement, c'est pas tant la population qu'il faut éduquer sur les réseaux sociaux, c'est plutôt finalement les journalistes, les politiques, c'est plutôt ça que vous diriez ? Je pense que c'est ça. C'est un truc qu'on dit souvent. Alors il faut de l'éducation aux médias évidemment à tous les âges, mais on a tendance à dire il faut éduquer les enfants aux médias. Quand vous regardez sur Facebook les groupes conspirationnistes, regardez la moyenne d'âge, c'est pas des enfants, c'est même pas des jeunes. En général, c'est des gens âgés. Et ces gens-là, c'est beaucoup plus difficile de les attraper pour leur faire une éducation aux médias et aux fake news, etc. sur Internet. Donc oui, il faudrait une éducation de la population générale et il faudrait, mais c'est compliqué parce que c'est des outils qui sont à la base vécus comme des outils un peu de loisirs. À part pour quelques personnes qui en font leur métier, ça reste des outils sur lesquels on va pour se détendre, pour s'amuser, pour discuter. Donc on n'est pas censé faire un permis de tweeter. Ce serait un peu compliqué de l'amener comme ça. Mais effectivement, il y a une éducation à faire qu'on est peut-être en train de faire collectivement aussi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'au bout de 20 ans, ça fait 10 ans quand même déjà les réseaux sociaux, mais on peut imaginer qu'au bout de 20 ans, peut-être qu'on sera tous un peu matures sur la manière dont ça fonctionne et qu'on tombera pas dans les mêmes travers. En tout cas, on peut l'espérer. Ou peut-être que d'autres réseaux auraient été mis en place et qu'on sortira de cette grammaire-là. Ou peut-être que même les opérateurs des réseaux auront mis en place eux-mêmes des choses. Twitter commence à réfléchir à des petites choses toutes bêtes, mais qui sont... ils ont fait un système très bête qui était dire aux gens quand ils publient un lien vers un article, est-ce que vous avez lu l'article ? Et il y a une stat qui est sortie qui montrait que le taux d'ouverture des articles avait augmenté de 40%. Donc ça fonctionne en fait. Ce tout petit garde-fou-là peut fonctionner. Il y avait l'idée de dire on va laisser un petit délai avant l'envoi du tweet où la personne peut supprimer, peut choisir de ne pas l'envoyer. Ce qui évite le côté... Comme tourner cette fois sa langue dans sa bouche, voilà, sauf le que là... répondre du tac au tac, etc. Ouais. Un des soucis de Twitter, c'est aussi que ça crée cette espèce d'écrit oralisé. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans de l'écrit et on va aller chercher le tweet qu'a publié machin 3 ans avant, 4 ans avant, et il va être rendu responsable parce que 4 ans avant, il a répondu ça à telle personne. Et à la fois, on est dans une communication très orale où en fait, on balance les choses comme ça sans y réfléchir et parfois à regret. Donc peut-être que des petits outils comme ça, de mettre un petit délai, ça pourrait aider. En tout cas, on peut l'espérer, quoi. Après, En quelques secondes, petit challenge, désolé, parce que nous aussi, on est pris par le temps. Il faut regretter la création des réseaux sociaux, selon vous, ou pas ? Est-ce qu'on a créé un monstre ? Est-ce qu'il faut se dire que c'était mieux avant et que... Est-ce que c'était mieux avant ? Non, parce que je pense qu'il y a des choses qu'on voyait moins avant. C'est le monde tel qu'il va et c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on peut pas. Est-ce qu'il faut regretter l'invention de la télévision pour prendre un autre exemple ? Il y a du bon et du mauvais en tout. Donc c'est difficile de dire il faudrait revenir à l'époque d'avant. Non, mais quand on voit des événements comme la terrible, la décapitation de Samuel Paty, les choses. Moi, je pense ces drames-là, est-ce que ça doit nous faire dire qu'on a peut-être fait une erreur en créant ces choses-là ? De toute façon, on l'a pas tellement choisi. Enfin, je veux dire, on pourrait choisir de ne plus y être ou de ne plus y aller. C'est toujours difficile de le progrès a toujours des effets positifs et négatifs. Je pense qu'après, sur les réseaux sociaux, il y a effectivement un vrai souci de comment on les utilise et de qu'est-ce qu'ils peuvent donner à l'avenir. Et c'est vrai que la vision des États-Unis est pas très réjouissante à ce niveau-là. Et la crise du coronavirus n'a pas donné des superbes exemples de ce que ça pouvait donner en termes de conspirationnisme, etc. Maintenant, est-ce que c'est la faute aux réseaux sociaux ? C'est avant tout à nous. Je veux dire, c'est nous qui en sommes les utilisateurs. Donc c'est avant tout à nous de changer. C'est à nous de changer, on va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment Samuel Laurent d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle le titre de votre livre. J'ai vu naître le monstre, Twitter va-t-il tuer la démocratie ? Merci infiniment. Merci à vous.